Jungle. Bonjour et bien sûr, heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM. Dans le nid des éperviers de l'NDE, nous sommes au numéro 57. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, les COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Et puis ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation, c'est en vue de la reconstruction du football togolais. Avec au menu du jour, tournoi de l'UFOAB des U20 en Côte d'Ivoire. Les éperviers y sont présents. Les éperviers U20 bien sûr, depuis mercredi. Et sans avoir commencé, ils sont déjà en demi-finale. Aujourd'hui, les éperviers affrontent donc les Guépards tout à l'heure, les Guépards du Bénin, pour la première place du groupe. Faut-il rêver avec le groupe à Messan Metokodo? Voilà la grande question. Éliminatoire mondial 2026, le Togo loge dans le groupe B avec le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud. Existe-t-il des chances pour le Togo de faire quelque chose? Voilà une interrogation autour de laquelle on va essayer de parler. Voilà. Togolais en club, ils sont tous en vacances et pas d'infos sur eux. Donc, la traîne des auditeurs à vos l'antenne. Et puis, on va dire simplement que dans l'une des éperviers, c'est avec à la technique. Ah oui, le longiligne de la maison, comme d'habitude, comme on l'appelle. Théo Ajav, merci d'être là. Et puis à la caméra, et l'homme à devant. Bien sûr, au studio, fidèle au poste, ils sont présents, ces chroniqueurs, un double talent, il faut le dire, Franck Nounyama et Angelo Folikwe pour décortiquer les sujets. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon, DLN2, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sous l'arbre à parlable, justement pour décortiquer des sujets. Il y en a deux au total aujourd'hui, deux grands sujets, naturellement. Franck, bonjour, merci d'être là. C'est un plaisir, Aimé. Bonjour à toutes et à tous. Angelo Folikwe, bonjour. Bonjour Aimé, salut à tous. On est là, très en forme. Ça va, on gère tout simplement. Bon, d'accord. Écoutez, le premier sujet, c'est bien. Le tournoi de l'UFOAB U20 en Côte d'Ivoire. La compétition a démarré depuis une semaine, mais les éperviers ont foulé le sol ivoirien seulement mercredi dernier. Et pour cause, le groupe B est réduit à 2 après le forfait du Nigeria, qui est pourtant le détenteur de ce titre. Les éperviers U20 donc sont déjà en demi-finale, sans avoir encore joué un seul match. Mais c'est vrai également qu'ils affrontent donc les Guépards U20 du Bénin. Alors, en deux mots, on sait que l'équipe est déjà qualifiée pour les demi-finales. Angelo, mais quelle pourrait être la suite? Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? La suite pour Messan Metokodo, c'est de vouloir constater que son groupe a progressé. Progressé dans le sens d'abord du jeu, en gagnant face au Guépard, d'autant plus que dans l'autre pôle, on a déjà le Burkina Faso qui a terminé première de la pôle, la Côte d'Ivoire qui suit, et pour le Togo, c'est rapidement plier l'affaire et éviter le Burkina Faso qui a déjà fait 3 matchs, 3 victoires. En ce moment, je me dis oui, dans la tête du sélectionneur, du staff et des joueurs, c'est de pouvoir respecter tout ce qui sera donné comme indication sur le terrain et de passer le cap du Bénin. Arriver, pourquoi pas, à disputer une finale et si possible, j'ai dit bien si possible, remporter le tournoi puisque c'est une compétition à laquelle toutes les sélections se sont mises en lice et donc si jamais vous faites un faux pas, vous restez sur le carreau. Si jamais vous êtes beaucoup plus résilient, persévérant, endurant et efficace, vous remportez le tournoi. Tout ceci à la satisfaction de la fédération en question. Mais je pense que pour terminer, Messan Metokodo, oui, il a besoin de prouver quelque chose, de se dire, tiens, je suis à la tête de cette sélection depuis pratiquement 2 ans. Je dois en tout cas inscrire mon nom dans le palmarès du football des U20 et ça passe par un très bon résultat face au Bénin et face aux prochains adversaires. C'est ça. Franck, mais on est un peu, le Togo est déjà en demi-finale. Voilà, on va le considérer ainsi, puisque c'est ça, sans avoir joué d'ailleurs. Oui, on est déjà qualifié. C'est un coup du sort positif pour les éperviers. Maintenant, il s'agira de confirmer cette suprématie face au Bénin, c'est-à-dire qu'il va falloir jouer pour être premier.
On parlait tout à l'heure du Burkina de l'autre côté qui a dominé ce groupe B et derrière les éléphantos de la Côte d'Ivoire. Donc il faudra gagner. Quand le Togo va gagner, il y aura, on va dire, cette opportunité d'aller disputer une place en finale contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il va falloir y aller, il va falloir faire le travail pour les coéquipiers de Israël Fagla, l'un des goals choisi par Ahmed Tokodo Mensah. Lui aussi, il a besoin de prouver à la tête de cette sélection des U20 du Togo. Parce que chaque fois, c'est vrai que cette compétition vient d'arriver. Il n'y a pas encore beaucoup d'éditions, on va dire, mais il a besoin de prouver par rapport à ce qu'il a fait déjà dans ce championnat en étant champion avec ASCO. Il a besoin de prouver quelque chose et c'est l'occasion pour lui de pouvoir s'affirmer, d'aller gagner quelque chose, de faire un travail qui soit, on va dire, assez intéressant, permettant aux éperviers, peut-être pour la première fois, d'aller disputer une finale dans cette compétition et pourquoi pas la gagner. Oui, mais alors, Ahmed Tokodo Mensah King, est-ce qu'il a la situation en main pour rivaliser véritablement dans, disons, cette compétition? Je ne dirais pas, parce que lorsque vous regardez les deux pays qui attendent le Togo de l'autre côté, il y a un travail de fond qui se fait. Lorsque vous prenez le Burkina Faso dans le football des jeunes, désormais depuis plusieurs années, le travail foncier est fait, ce qui est constaté d'ailleurs en sélection nationale. Du côté de la Côte d'Ivoire également, oui, avant c'était en Afrique de l'Ouest le pays le plus connu au niveau formation des jeunes, oui. Avec un certain, rappelez-moi le nom de ce Français qui était du côté de la SEC Moumo. Philippe Troussier. Non, c'est un formateur qui gérait, oui, qui gérait les centres de formation. Oui, Jean-Marc Guillou. Jean-Marc Guillou, voilà. Merci Angelo. Donc, il n'y a rien à dire. Le Togo n'est pas forcément verni ce côté-là parce que souvent, on attend les derniers moments pour demander aux sélectionneurs, allez mettre un regroupement. Comme ça se dit. Aller mettre quelque chose en place pour aller disputer une telle ou telle compétition. Donc, c'est souvent difficile. Ce n'est pas le talent qui manque, mais les joueurs choisis souvent n'ont pas eu cette chance de pouvoir évoluer ensemble pour assurer une certaine cohésion, une certaine vie de jouer ensemble en équipe. C'est ça qui manque souvent et c'est ça qui crée souvent aussi la déroute de la sélection togolaise. Oui, mais Angelo... Mais c'est vrai que Franck disait tout à l'heure, parlait tout à l'heure d'un petit Israël Fagla, donc l'un des portiers qui sera peut-être en vie parce que c'est lui qu'on est en train de voir un peu plus. Mais la surprise également, en tout cas une belle surprise, c'est justement, c'est vrai qu'il était au regroupement et puis le jeune Derman Yasser qui fait un peu son trou comme cela et qui est dans... j'allais dire cette sélection actuellement à Abidjan. Vous avez entre-temps touché le défi qui attendait Mensah Tokodo. Oui. On l'a évoqué. Il faut également relever que les jeunes joueurs qui sont dans cette sélection de Mensah, eux aussi ont un défi. C'est de taper dans l'œil des recruteurs, parce que c'est une compétition également où il y a des chasseurs de tête, vous avez des joueurs de moins de 20 ans qui sont facilement intégrables au niveau des clubs et que d'ici 2 ans, 3 ans, on les verra en tout cas éclore et surtout être des joueurs de très bonne qualité, notamment Derman Yasser qui évolue avec Adisport. Voilà. Je pense que c'est une opportunité pour lui. Je suis contre le fait aujourd'hui que les joueurs soient toujours imbibés par tout ce qu'il y a, réseaux sociaux, les selfies par-ci, les vidéos par-là, au lieu de se concentrer sur l'objectif pour lequel ils se sont déplacés. Et j'espère que Mensah, avec son staff, auront à discuter, à échanger de façon père et fils pour faire comprendre aux jeunes de rester concentrés, d'oublier un tout petit peu tout ce qui est photo, tout ce qui est bling-bling à mettre sur les statuts WhatsApp et tout ce que vous voulez, mais de pouvoir rester costaud et jouer et surtout se faire plaisir. C'est vrai qu'on parle de football des jeunes et avec les jeunes, quand il n'y a pas trop d'indications, mais c'est le football beaucoup plus naturel, le potentiel, il est beaucoup plus là et
vous savez, un jeune joueur de moins de 20 ans, quand il est pris également en club, on prend le temps encore de le peaufiner parce que ce sont, je peux dire, des pierres et les encadreurs sont des joailliers, pour ne pas dire des orfèvres. C'est à eux de travailler avec ces joueurs-là tout doucement et d'en faire des joyaux. Donc, à ce niveau, je pense que à part Derman Yasser, il y a également Matteo Ajavon qui vient de l'Espagne. Il y a Fagla dont on parlait tout à l'heure. Mathieu Doche qui aujourd'hui peut sembler être l'un des cadres de cette équipe. Voilà une équipe qui, ma foi, doit puiser en elle-même en se disant, oui, c'est vrai qu'en face, il y aura la Côte d'Ivoire, il y aura le Burkina Faso, mais aussi au Togo, on sait jouer au ballon. Le ballon, il est rond pour tout le monde, de ne pas avoir peur, de se confronter en tout cas à ces défis qui vont se faire justement, qui vont faire face, ou bien qui vont être devant, et de se dire, tiens, on a une opportunité, on a une chance à saisir. À partir de là, je pense que la motivation sera décuplée, et vivement que vraiment, au bout, Médecin Ameto Kodo et ses poulains soient satisfaits, soient heureux du dénouement des matchs qui arrivent. Mais dans tous les cas, il faut se donner du plaisir, je crois, jouant d'abord, et puis après le résultat, n'est-ce pas, Franck? Oui, au niveau des jeunes, c'est l'insolence. Oui. Angelo parlait tout à l'heure d'un football souvent naturel. Ils ont souvent pas de pression, ils ont cette envie de jouer, de se faire plaisir. Et je pense que c'est ce qu'on doit attendre d'eux, de se faire plaisir et après être sérieux, rigoureux aussi. Et je pense que Ameto Kodo Mensan peut faire confiance à des joueurs comme Tiakorom Faris d'Aknour, d'autres joueurs comme nous, tous les Claude qui vient de Maranatha, des milieux de terrain assez intéressants, qui connaissent un peu, on va dire, cette verve de jouer en division, deuxième division. Voilà, donc, et Aknour également, qui constitue l'un de ces clubs où il y a vraiment du talent. D'autres joueurs qui sont venus, par exemple, du Nigeria et de l'Espagne. Bon, c'est un groupe assez intéressant. Maintenant, la question et l'éternelle question, est-ce qu'il y a cette cohésion qui leur permette vraiment de mettre sur le tapis leur savoir-faire? Je pense que non. Mais il va falloir y aller, il va falloir être sérieux, croire en soi et essayer d'aller chercher des résultats. Pour terminer sur ce sujet, ce que Franck a dit, il faut que ces jeunes joueurs évitent l'euphorie. Ah oui. Parce que ne pas marquer un but, ça n'est pas synonyme tout de suite de victoire. Il faut rester serein, même si c'est difficile quand on mène. Mais voilà, garder la tête sur les épaules, avoir une certaine forme de sérénité, échanger, travailler les uns pour les autres, ça leur permettra en tout cas d'entrevoir, pourquoi pas, un chemin si long et si intéressant dans cette compétition. En tout cas, c'est à suivre. Donc, à commencer par cet après-midi, tout à l'heure d'ailleurs, à partir de 15h, les Guépards du Bénin U20 qui seront donc face aux éperviers U20 du Togo pour une première place justement dans ce groupe. Et puis, bon, écoutez, comme on le dit tout à l'heure, l'équipe où le Togo est déjà en demi-finale, on verra bien son comportement par rapport à cette demi-finale. Soit ce serait contre la Côte d'Ivoire ou alors contre l'Ogre de l'autre groupe, le Burkina Faso. Éliminatoire mondial 2026, le Togo loge dans le groupe B avec le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud, en tout cas les deux Soudans qui tombent dans le groupe du Togo comme cela. Bon, écoutez, c'est vrai. Les premières analyses d'abord, Franck. Oui, ça rappelle un peu ce qu'il s'est passé entre 2004 et 2006, où le Togo a eu cette occasion de disputer les éliminatoires combinés de la CAN et du Mondial 2006, où il y avait 10 matchs en aller-retour. C'est pratiquement la même situation, avec des équipes également qui sont de retour, notamment le Sénégal, qui était avec le Togo sur les dernières éliminatoires du Mondial Qatar. La RD Congo également qui revient. On a retrouvé cette équipe avec Claude Leroy en 2018, quand il s'agit de disputer les éliminatoires du Mondial 2018. Le premier constat, c'est que les Léopards ne réussissent pas trop aux éperviers. C'est une sélection qui a souvent posé des problèmes aux éperviers du Togo. Le Sénégal, un peu moins, même si sur le plan statistique, les Lions de la Teranga ont une certaine avance. Je pense que oui, au-delà de ces deux sélections, la Mauritanie, les Mourabitoun et puis les deux Soudans sont quand même à la portée du Togo. Maintenant, il va falloir faire le travail. Ce qui inquiète, c'est que les performances alignées par les éperviers sur ces derniers mois ne militent pas forcément en leur faveur. Maintenant, sur ces genres de compétitions, sur 10 matchs en aller-retour, il peut y avoir des trous, chacun a sa chance. Mais tout de suite, d'entrée de jeu, le Sénégal reste le favori naturel
de ce groupe B. Les premières impressions, on retrouve bien sûr Angelon pour les premières analyses. Dès que vous avez vu dès que la situation, la composition a été faite hier, qu'est-ce que vous dites? Ben, on ne pouvait pas rêver mieux. Je pense que c'est pas aussi pire que ça. Deux choses. Ça aurait pu être pire. Oui, bien sûr. Il y a d'autres sélections. Le Maroc, premier paramètre, c'est qu'on évite les pays du Maghreb. Et puis le deuxième paramètre, c'est qu'on ne joue pas contre les sélections de l'Afrique de l'Est. Où en matière d'altitude, c'est tellement pénible et éreintant. Aujourd'hui, je pense que voilà, le Togo, même si on est obligé de revenir un peu dans l'histoire, voilà, les sélections qui sont là, le Togo les avait déjà au moins une fois, en tout cas dans son histoire, rencontrées. La curiosité, oui. La curiosité, c'est que dans cette poule-là, la RDC, la Mauritanie et le Soudan sont trois sélections qui font partie déjà d'un même groupe pour les éliminatoires de la CAN. Donc, ce sont des sélections qui se connaissent très bien. Et pour l'instant, aucune d'elles n'est encore qualifiée pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des sélections qui vont se retrouver entre elles. Et dire que, voilà, le Sénégal, champion d'Afrique... Donc, vous estimez qu'on est sur le même pied d'égalité? Pas du tout. Pas du tout. Non, je donne juste une information. Le Sénégal, champion d'Afrique, la RDC... qui a failli se qualifier pour la dernière Coupe du Monde. Je pense que c'est la Tunisie qui l'a devancé d'un petit point. C'est une sélection, oui, capable... Il n'y a pas de petits points, hein. Un point, c'est un point. Bon. quand on regarde le décompte final, on se dit, tiens, la RDC, à un moment donné, voilà, c'est s'aborder en ayant une défaite dans les éliminatoires, aucune défaite pour la Tunisie à l'époque. Pour dire que, honnêtement... Le Togo, ce serait compliqué de voir le Togo se qualifier pour cette Coupe du Monde, d'autant plus qu'il y a le Sénégal qui, ma foi, fait figure de favori, pour ne pas dire super favori. C'est ça. Bon, ben, les premières impressions. Et déjà, donc, à la suite de ce tirage au sort, ben, les réactions, oui. Adebayor, notre Adebayor national était donc là-bas. C'est lui d'ailleurs qui a décidé du sort des éperviers. Oui, c'est lui qui a tiré oui. pour ce groupe. Bon, ben voilà. Et ce groupe que voilà, Angelo et Franck ont qualifié de, disons... difficile. De moins difficile par rapport à d'autres. On va écouter quand même Adebayor Emmanuel par rapport à ce mondial, en tout cas par rapport à ce groupe du Togo. Qu'est-ce qu'il en pense? Mauritanie, il y a Soudan, il y a le Sénégal. Ça va être difficile, hein? Mais bon, ce sont des équipes qui jouent, des nations qui jouent très bien au ballon. Le Sénégal, bon, ça va être très compliqué. C'est l'équipe en forme du moment. C'est la meilleure en Afrique. Ils nous ont démontré ça à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils nous ont montré ça encore une fois à la Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant, bon, vous savez, chez moi, en ce moment, on va pas dire beaucoup de problèmes, il y a un peu de problèmes. On va essayer de résoudre ça à l'interne et attaquer les éliminatoires du bon. Voilà. Peut-être une belle analyse, c'est assez succinct, mais belle analyse de Emmanuel Léchi Adebayor. Oui, c'est une personne avertie qui parle. Emmanuel Adebayor, souvenez-vous, il faisait partie de cette campagne de 2005-2006 et il a terminé même meilleur buteur avec 11 réalisations. C'est quelqu'un qui sait là où il pose les pieds. Une belle analyse. Le Sénégal, le numéro 1 actuellement sur le continent et qui gagne tout, partout. Donc, les yeux fermés, et comme on l'a dit, c'est le favori naturel. Derrière, il y a les léopards. Voilà, le Togo a affaire à des fauves, à des félins. Donc, il va falloir batailler. C'est pas facile. Et derrière, les Mourabitoun qui essaient également de relever le niveau de leur football. Après, le Soudan et le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud n'a jamais été qualifié pour une Coupe d'Afrique. Le Soudan, oui. Le Togo, non, sur ces dernières années. Donc, je pense que le Soudan en a déjà gagné, d'ailleurs. Voilà. Mais ça remonte à très longtemps. Les premières éditions de cette compétition. Donc, c'est une belle analyse de l'ex-capitaine des éperviers du Togo. Il pose directement, clairement les choses en donnant ce côté favori pour le Sénégal. Il ne se trompe pas. Mais comme on le dit, il va falloir continuer le travail de reconstruction. Et peut-être l'équipe d'ici novembre va pouvoir trouver un point d'appui. Oui, mais Angelo, on sait que c'est juste un extrait donc, des propos d'Adebayor, mais plus long, il avait même dit, oui, ben, on se rappelle ce moment, en 2005, 2006, en tout cas 2004, 2005, il n'y avait pas de stars dans cette équipe, on était donc presque, mais qu'on était tous bons joueurs, mais sans être de grandes stars.
face à une sélection sénégalaise qui revenait en ce moment d'ailleurs d'une Coupe du Monde en 2002 où cette équipe avait fait sensation contre la France, vous vous rappelez encore. Mais je crois qu'au même moment, il avertit les équipes adverses que, attention, le Togo peut aussi surprendre. Oui, Adebayor nous fait un peu l'histoire, d'autant plus qu'il a été témoin de cette épopée dont vous faites cas. Bon, il est devenu enseignant, donc il pourra faire l'histoire. La réalité, malheureusement, de 2006 n'est plus celle de 2023. Et ce que le groupe de Paulo Duarte nous a montré lors des derniers éliminatoires du Mondial Qatar 2018 et Qatar 2022, pardon, on a vu tout ce que ça a donné. Je ne vais pas être aussi optimiste comme lui. Oui, aujourd'hui, nous avons certes une équipe qui est en train d'être en construction. Comme toujours, on va sortir le mot, même si des fois c'est redondant. Oui, vous avez un autre mot pour le dire? Je continue à chercher. Je continue à chercher. Donc, à ce niveau, il a en tout cas cette confiance-là en ce groupe. On parle de compétition. Il dit qu'il va d'ailleurs discuter avec eux, avec les jeunes. J'attends de voir quel sera le procédé le discours et le contenu de ce discours-là avec les jeunes de la sélection. Quand on parle de progression aujourd'hui, le premier facteur que l'on doit relever, c'est le facteur âge. L'âge moyen aujourd'hui de notre sélection, ça oscille entre 27 et 28 ans. Donc, on peut se dire que oui, ce groupe de Paulo Duarte a de la qualité. Mais est-ce que c'est suffisant pour venir à bout du Sénégal, de la RDC, et de prendre le large pour se qualifier pour un mondial? Ce sera quoi, 23 ans? Non, 20 ans après, je me pose la question, puisqu'en 2026, ça va se dérouler aux États-Unis, Mexique et puis Canada. Oui. Et 20 ans après, ce serait 9 qualifiés au moins en Afrique. Au moins. Donc on parle de 9 et demi de sélection. Bon, on attend de voir si ça va aller à 10. C'est pour dire que Adebayor croit en ce groupe, mais aujourd'hui, disons-nous clairement la vérité, ce groupe que l'on a de nos jours n'a pas la même grinta, la même qualité, la même cohésion, le même environnement. La même ambition, même on dirait. La même ambition, merci de me prêter le mot, qu'en 2006. C'est en cela que réside le vrai défi de Paulo Duarte, et pour lui, le sélectionneur, et pour les joueurs que l'on a aujourd'hui en sélection. Franck, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce groupe est, je ne sais pas, est-ce qu'il est abordable pour les éperviers? Oui, on peut le dire. Ce groupe, il est difficile à première vue, d'accord, mais c'est un match de football. Quand on prend cette considération et que tout peut arriver dans un match de football, oui, mais ça dépendra du staff technique et des joueurs. On parlait de la génération 2006 avec Adebayor. Cette génération était nettement moins talentueuse que ce qu'on a aujourd'hui comme sélection. Il y avait Adebayor qui jouait à l'époque à Monaco. Il y avait d'autres joueurs de national comme les Richmond. Il y avait les Nibombe d'Arré. Il y avait Abalo Dossé à Amiens à l'époque. Senaya Junior. Mais à l'époque, la flèche du Togo, c'était naturellement Kader. Kader, oui. Mais on n'en a plus aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Une équipe, globalement moins talentueuse que celle d'aujourd'hui. Mais il y avait cette grinta. Il y avait cette détermination, cette envie de mouiller le maillot. Cette ambition de jouer ensemble, d'aller vers un objectif. Personne n'attendait le Togo quand le tirage au sort avait été fait à l'époque. Parce que dans ce groupe, il y avait le Sénégal, la Zambie, le Mali de Diarra à l'époque, de Seydou Keita. Mais c'était l'une des meilleures sélections présentées par le Mali. Le Sénégal revenait d'une Coupe du Monde en Corée et au Japon et avait disputé les quarts de finale. Tout à fait. Donc voilà, c'était perdu au départ pour les éperviers. Personne ne les considérait. À côté, il y avait la Zambie. Le Togo avait d'ailleurs perdu le premier match face au Mighty Zambia. Donc, à Lusaka. Donc, il n'y avait aucune espérance, aucun espoir. Mais à l'arrivée, ça s'est fait.
Le Togo avait totalisé 23 points sur les 30 possibles pour avoir cette Coupe du Monde. Le Togo qui avait battu ici à Lomé le Sénégal 3-1. 3-1 avec un doublé de Senaya Junior. Pour aller réaliser le nul de partout à Dakar. Un nul mémorable à Dakar. Et puis avant d'aller battre les Diables Rouges à Brazzaville. Ce 8 octobre. Voilà, tout le monde était dans le rue. Avant cela, il y avait donc Bamako. Et voilà. C'était en mars 2005. Il y avait ce super match conclu par une victoire de 2-1. 2-1. Mais là, vous parlez de 2006, pas 2023. Vraiment? Ah oui. Donc, on veut refaire un peu l'histoire avec Adebayor. On veut revivre un peu cette nostalgie-là. Maintenant, après, il y a 16 ans plus tard, ou je ne sais plus combien d'années, les choses ne se présentent plus de la même façon. Avant, quand les éperviers sortent au stade de Kégué, il y avait, on va dire, de la chair de poule. On était sûr qu'il y aurait un résultat. Même si le Brésil venait à l'époque, il va y avoir un résultat. Maintenant, quand les éperviers sortent, on se tient la tête entre les deux mains. Parce que là, il n'y a plus de joueurs capables de porter cette équipe, de faire la différence. C'est ce que nous constatons depuis et on nous parle de reconstruction. J'espère que ça va pouvoir terminer un jour. Un mot que Angelo n'aime pas. Voilà, mais il faudra qu'il nous cherche un autre. On va trouver des synonymes. Il va falloir passer par là. Et l'espoir aujourd'hui, c'est que peut-être cette victoire contre les Swatini, même si ce n'est pas une référence sur le continent, va pouvoir remettre cette équipe sur le bon chemin. Il y a encore, on va dire, 3 mois et demi, plus de 90 jours pour peut-être préparer cette première sortie ou bien les 2 premières sorties au mois de novembre. Oui, entre-temps, il y a naturellement le dernier match contre le Cap-Vert en septembre. Peut-être ça peut servir. Qui devrait servir également de match d'entraînement. Écoutez, de remise à niveau. Oui. si le terme, puisque nous sommes donc en enseignement, oui. Angelo, dites-moi, quelles sont les chances possibles du Togo pour faire quelque chose dans ce groupe? Pour faire quelque chose. Nous aimerions quand même sortir autant d'arguments pour mettre ou bien placer le Togo devant les autres sélections, parce qu'il faut rappeler également que la Confédération africaine de football, avec surtout la FIFA, ils ont changé le format. Ce n'est plus premier tour, deuxième tour, troisième tour. Aujourd'hui, voilà, on met tout le monde. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes dans une même poule. Et c'est le premier, le maximum de points récoltés qui passe. Et puis derrière, la chance que l'on a, c'est que les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes vont disputer un tournoi intercontinental. Donc ça veut dire que si, par exemple, le Togo sortait deuxième de cette poule, il peut rencontrer la Colombie, par exemple. Je prends un exemple banal comme ça. Dire que la Colombie qui ne serait pas qualifiée. Donc vous estimez que la Colombie ne sera pas qualifiée non plus. C'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou le Paraguay, si vous voulez. Bon, la possibilité que l'on a aujourd'hui au mieux, c'est pourquoi pas de terminer deuxième, s'il y a cette possibilité, en comptant sur le travail de fond de Paulo Duarte, la prise de conscience collective des joueurs qui auront, je pourrais dire, cette envie, cette ambition, pour vous prêter votre mot, d'aller disputer cette Coupe du Monde, la grand-messe du football mondial. On parle aujourd'hui de 48 sélections, si je ne me trompe pas, pour 2026. Et voilà, le nombre a été augmenté. Et visiblement, le Togo n'aime pas les compétitions quand c'est augmenté. Quand la CAN est passée à 24, depuis là, jusqu'à présent, ça fait 3 CAN. Oui, on est en train de se chercher. On n'y est donc pas. On refuse. Visiblement. Visiblement. Et terminer deuxième. Oui, c'est une compétition, je le répète. Paulo Duarte, la question que je me pose tout de suite, est-ce que la Coupe du Monde fait partie de son cahier de charge? Faire qualifier le Togo pour la prochaine Coupe du Monde, est-ce que ça fait partie de ce qu'on lui demande depuis qu'il est arrivé? Déjà, quand il était arrivé, on nous a dit que l'objectif, c'était de qualifier le Togo pour la Coupe du Monde 2022. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on est allé un peu trop vite en besogne. Et en cela, je tiens vraiment à ce qu'on soit véridique avec le public sportif. Oui, le groupe que l'on a aujourd'hui, il n'y a pas de la qualité. Et c'est compliqué de pouvoir, en tout cas, damer le pion et à la RDC et au Sénégal. C'est vrai qu'on parle de match de football, mais quand vous considérez les autres sélections,
le Sénégal aujourd'hui, champion d'Afrique, avec autant de joueurs que l'on connaît, je ne vais pas les citer pour faire peur à qui que ce soit. La RDC, avec aujourd'hui une nouvelle vague de jeunes joueurs qui est en train d'arriver, notamment Fiston Mayele. Ouais. La Mauritanie, avec sensation contre le Gabon, Amir Abdou, que l'on connaît très bien sur le continent. Le Soudan, qui a battu la RDC en éliminatoire de la CAN, qui est toujours en cours, on attend la dernière journée en septembre. C'est dire, quand on prend tous ces paramètres-là, et quand on voit le groupe dont dispose Paulo Duarte, honnêtement, en matière de qualité, on est en dessous. Sans cela, je dis, au mieux, si le Togo finit deuxième, alors là, ce serait extraordinaire. L'espoir. Mais on attend de voir. L'espoir, c'est de ce mais mon analyse, pour terminer en disant ceci, est-ce que ce ne sera pas une opportunité pour Paulo Duarte de mettre en place un véritable groupe pour se préparer pour la CAN 2025? C'est-à-dire qu'on va disputer tous les matchs. Ça serait 10 matchs, hein, si mes calculs sont bons, pour le Togo. 10 matchs, mais qui vont servir de véritables, entre guillemets, performances pour le groupe, de pouvoir grandir, mettre en place le 3-5-2 dont il est féru aujourd'hui, avoir des joueurs capables de mouiller le maillot et se dire qu'en 2025, on est prêt à se qualifier pour la CAN, même si le pays n'est toujours pas désigné. On n'aura pas fini de jouer les 10 matchs. C'est très difficile, très compliqué, de parler de chance aujourd'hui pour le Togo. C'est très compliqué, très difficile. Lorsqu'on regarde un peu le classement FIFA, le Togo est avant-dernier dans ce groupe. Le Togo n'est qu'au-dessus du Soudan du Sud, qui est 163e mondial. Le Togo est 129e mondial. Donc les autres, la Mauritanie, la RDC... Même la Mauritanie. Est au-dessus du Togo au niveau de ce classement FIFA. Ça veut dire que normalement, sur le papier, le Togo ne fait pas le poids. Maintenant, ce sont des classements qui ne servent pas toujours sur le terrain lorsqu'on arrive sur le pré. Mais donc, ce sont les résultats sur le terrain qui font faire ces classements. Justement, ça peut changer en tout moment. Peut-être la confiance pour les hommes de Paulo Duarte, la seule peut-être, c'est d'imaginer encore une fois ce résultat nul, enregistré face au Sénégal ici à Lomé. Le Togo était même capable de gagner les 3 points de ce jour-là, mais il a fallu une petite erreur du goal. Comme d'habitude. Donc, dans tous les cas, on ne marque de but que quand il y a erreur. Voilà, je pense que le Soudan, le Togo, la dernière fois qu'ils avaient joué, c'était un match amical, 1 but partout. C'était sous Claude Leroy. La RDC, dans les éliminatoires du Mondial 2018, il y avait un très beau match là-bas à Kinshasa, sous Claude Leroy également. Le Sénégal, n'en parlons plus, c'est finalement devenu familier avec les Lions de la Teranga. Donc, peut-être des paramètres qui peuvent réveiller le groupe à Paulo Duarte, mais le travail doit se faire pour corriger les lacunes, parce que cette équipe a du mal à marquer. Quand vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas gagner des matchs. Lui-même, il a dit, il va falloir peut-être trouver d'autres combinaisons en attaque pour permettre à cette équipe d'évoluer. Donc voilà, c'est l'un des chantiers en fait. Dans tous les cas, il faut obliger l'adversaire à commettre des erreurs pour marquer. Naturellement. Mais quand les occasions se présentent, il ne marque pas. Mais voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Oui, mais c'est vrai qu'on parlait, Franck, tout à l'heure, du Sénégal. Et justement, Ella Diouf également était donc à Abidjan hier. Ah oui. Il est partout. Partout, le manager. C'est, disons, vous savez, ils sont très nombreux à être autour de la sélection des Lions de la Teranga. Les anciens joueurs. Tous ces anciens joueurs sont autour de cette équipe. Bon, on va voir également comment on pourra peut-être l'expérimenter également ici de manière à ce qu'on puisse être beaucoup plus... qu'on puisse combler certains vides, n'est-ce pas, autour des éperviers. Et justement, je parlais de Ella Diouf, qui a été également de cette campagne en 2005, où ils avaient perdu contre le Togo à Lomé, et puis match nul à domicile. Ella Diouf, que je vous propose d'écouter. Le Sénégal est en danger, ça c'est vous qui le dites. Maintenant, comme je dis, on a un groupe où aujourd'hui on est les favoris, on l'accepte et on l'assume. On va se préparer comme on a l'habitude de faire avec nos joueurs très sérieux et de pouvoir gagner tous les matchs parce que les Sénégalais aujourd'hui jouent pour gagner tous les matchs. Et maintenant, on sait que ça ne va pas être facile parce qu'on est l'équipe à battre et on va essayer de se donner les moyens de se qualifier. Et je crois qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, si on est sérieux, on continue comme on a l'habitude de le faire, on se qualifiera pour la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, c'est un derby. On sait que c'est jamais facile de jouer la Mauritanie. Maintenant, comme je dis, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, on se doit de gagner tous les matchs à la maison et commencer à aller négocier les matchs à l'extérieur.
Oui, mais Angelon, a écouté Ella Diouf. Il n'est pas du tout content de la question qu'on lui a posée. Mais c'est un compétiteur, même si aujourd'hui il a raccroché les crampons, on peut dire... Il ne peut pas concevoir qu'on lui dise que le Sénégal est en danger. Et ça se comprend dans sa déclaration. Oui. Lorsqu'il répète plus d'une fois, le Sénégal se doit de gagner tous ses matchs. Oui. Non seulement gagner les matchs à domicile, mais aussi à l'extérieur. Mais quelque part aussi, il a essayé de nuancer. Oui. On gagne à la maison, mais on va essayer de négocier à l'extérieur. Ça veut dire que là, il y a également un brin de prudence de la part de l'ancien international sénégalais. Il ne reconnaît pas un moment que non, oui, le Sénégal est attendu partout. Vous le dites si bien. Le Togo, oui, a fait un match nul, c'est vrai, même si les conditions n'étaient plus forcément réunies pour battre cette équipe du Sénégal à l'époque, qui a levé le pied. Mais oui, le Sénégal doit redouter le Togo et les autres sélections qui sont dans cette poule-là, séance-là, les joueurs qui sont là, qui se sont qualifiés pour le Mondial 2018, le Mondial 2022, ils auront envie de récidiver pour faire la passe de 3. Et sans cela, on comprend l'ambition de la fédération avec maître Augustin Senghor, tous ceux qui sont autour de la sélection, comme vous l'avez dit, tous les anciens joueurs de la sélection, qui veulent tout faire, en tout cas, conjuguer leurs efforts pour permettre à Aliou Cissé, encore une fois, de permettre à la sélection championne d'Afrique d'être présente sur le continent américain. Mais oui, il faut qu'il reste prudent parce que ce ne serait pas du tout du pain béni. Lorsque le Sénégal va faire les déplacements, c'est vrai qu'ils vont toujours faire le déplacement avec une armada de joueurs. On les connaît tous. Mais attention, sur le pré, ils peuvent mal se réveiller. L'adversaire également peut mettre en place un plan et le Sénégal également peut perdre des plumes, pour ne pas dire perdre des points dans cette campagne des éliminatoires. En tout cas, c'est des lions, ils ne perdront pas des plumes. Bon, des poils, si vous voulez. Peut-être que les crocs vont finir vont se casser. Oui, mais Franck? Oui, au Sénégal, aujourd'hui, on ne parle plus de défaite parce que c'est un football qui marche, qui réussit depuis plusieurs mois déjà. Toutes les catégories. Ils sont champions d'Afrique en titre. Ils sont champions d'Afrique au niveau du CHAN, chez les U23. Partout, ils gagnent tout. Donc, c'est une équipe en confiance et on comprend. Même petit trophée là, ils veulent le prendre. On comprend pourquoi El Hadj Ousseni Diouf dit que c'est vous qui voyez les choses comme ça. Nous, on veut gagner tout, partout. Donc voilà, lorsqu'on reste sur les performances du Sénégal, aujourd'hui, personne ne s'en doute. Ils sont les favoris. Maintenant, les choses peuvent changer. Ça dépendra également de la forme du moment des joueurs, même s'ils ont les Mané, même s'ils ont les Koulibaly, même s'ils ont les Mendy, même s'ils ont beaucoup de joueurs de niveau international. Mais vous en citez, hein? Oui, ça peut bloquer. Nous, on a qui, Derman? On a Jenda Konam, on a Malcolm, on a là-bas, on a Plaka, on a et puis on a donc tout. On a Kevin Denke. Donc ça dépendra également du réveil de ces joueurs-là le jour de match. Ça peut avoir des problèmes, des sables ou bien du sable peuvent se glisser dans la machine. Oui. Donc et donner de la grippe. Pourquoi pas? Donc, on espère également que le match entre le Sénégal, la Mauritanie, le Sénégal et la RDC va leur compliquer un peu la vie et derrière, les petits peuvent en profiter. C'est une analyse que je fais, mais ils sont favoris à tous les niveaux, rien à dire. Donc, je pense que le fait de penser à approcher les anciens de cette équipe nationale va être un paramètre important. Je pense qu'ils sont là, ils ne demandent que ça, les Daré, les Adebayor, qu'il a dit d'ailleurs qu'on va régler les problèmes à l'interne et on va essayer de faire de très bonnes éliminatoires. Donc on espère le voir sur le terrain à côté de cette équipe dans la manière la plus positive. Donc ça pourrait toujours apporter. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont là lorsqu'ils vont voir Adebayor, Daré, Agassa, Abalo. Ils sont très nombreux, les cadres à côté. Je pense que c'est une source de motivation. Donc, il va falloir regarder comment organiser tout ça pour que l'équipe ne soit pas comme laissée à elle-même. Et une Coupe du Monde encore, 20 ans après, pourquoi pas? N'est-ce pas? Oui, ben, voilà, 20 ans après, pourquoi pas? Oui, mais écoutez, c'est vrai, on a eu les propos de Adebayor, on a eu les propos de Ella Diouf. Maintenant, celui dont on parle depuis, c'est le responsable du staff technique et qui est d'ailleurs attendu sur tout, n'est-ce pas? Et qui a reconnu qu'à un moment donné, il a commis certaines erreurs.
Voilà. Mais Paulo Duarte, on va l'écouter d'abord et puis on essaiera donc de décortiquer ce qu'il a dit. Un groupe divisé en deux, dans mon opinion. Un groupe qu'il y a le Sénégal, le Congo, deux très bonnes équipes dans le football africain, deux équipes qui sont toujours à un niveau supérieur, surtout le Sénégal. Le Congo est un peu intermittent dans cette dernière 3 à 4 ans aussi. Et une Mauritanie en pleine évolution, qui a 6 ans pour aujourd'hui a commencé à faire de bons résultats. Mauritanie qui est en pleine progression et des équipes d'un statut moins, c'est un statut inférieur, mais que la grande difficulté de ces deux équipes, Soudan et Soudan-Sud, c'est le chaleur, c'est le climat. Une équipe qui normalement il y a 45 degrés sur son terrain et qui difficulte beaucoup la capacité physique et la résistance physique de l'adversaire. Et un Togo qui est en phase de reconstitution, le Togo qui est en phase de projection et qui va attaquer cette Coupe du Monde avec la maxime priorité, plus même que la CAN peut-être, parce que c'est une opportunité unique pour l'Afrique d'avoir 10 équipes ou 9 équipes sur une Coupe du Monde et tout le monde va rentrer avec cet objectif. Voilà, donc Angelo... Paulo Duarte qui nous trouve donc un mot, l'équipe est en reconstitution. Oui. Oui. Mais il a trouvé un synonyme. Hein. Ah. Bon, reconstruction, reconstitution. Bon. C'est vous qui vouliez donc c'est le même. Donc, c'est le même schéma. On est dans voilà. Je peux dire dans la même revenons thématique. À ce qu'il a dit. Oui. On pense donc que on a l'impression qu'il connaît déjà ses adversaires. Hein. Absolument. C'est un monsieur qui connaît bien le football africain, qui scrute tout ce qui se passe. Je pense même avec ses collaborateurs, il y a souvent des discussions qui se font. Et aujourd'hui, il a un groupe sur lequel visiblement il compte. Là où je m'interroge, quand il s'agit des éliminatoires de la Coupe du Monde, on sait très bien que le Togo est déjà out pour la prochaine CAN. Est-ce qu'il va bousculer cet effectif ou bien le garder ainsi? Bousculer cet effectif, c'est-à-dire en se posant la question, j'ai choisi des joueurs pour m'accompagner ou bien pour faire le job au niveau des éliminatoires de la CAN, mais malheureusement, j'ai pas eu gain de cause en ce qui concerne la production, l'implication. Mais je crois qu'il l'a déjà dit. La performance. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Mais il ne veut pas reconstituer le groupe. Voilà. Il ne veut rien chambouler. Donc, s'il va rester droit dans ses bottes, ça veut dire que, attention, l'aspect concurrence que l'on demande, que l'on réclame tant à quelques postes que ce soit, ça risque de ne pas arriver. Et soit il reste figé sur sa décision, sur sa politique, et demain, il aura gain de cause, ou soit le même groupe, malheureusement, se saborde. Et voilà, comme ça se fait partout ailleurs, quand ça ne marche pas, ben, vous prenez la porte. Donc, c'est en cela, je dis aujourd'hui, quand vous regardez un peu, il y a un collectif naissant au sein de la sélection, mais ce collectif n'est pas décisif. La preuve, ça ne marque pas et ça ne gagne pas. Et en cela, je peux dire que Paulo Duarte, si j'ai peut-être un conseil à lui donner, c'est de... C'est quoi? C'est de se concentrer sur les joueurs que l'on a sur le plan national. C'est-à-dire au moins 2, 3, 4, 5, 6. Essayer de travailler avec eux et tout doucement de les intégrer au niveau de la sélection, histoire de voir beaucoup plus leur implication. Parce que ce que je constate aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'avis de l'autre. Les binationaux qui viennent en sélection, honnêtement parlant, ben, si on met la barre à 10, à peine ils atteignent 5 au niveau de la production du jeu. À peine ils atteignent 5. Mais à ce niveau-là, va-t-on continuer à leur faire confiance, d'autant plus qu'ils n'arrivent pas à donner ce qu'on attend d'eux? Point d'interrogation. Donc, je le dis et je le répète pour terminer, a-t-il besoin de bousculer ce groupe-là pour avoir une autre forme d'équipe pour 2025? En tout cas pour moi, il a les coups des franches, parce qu'on lui a donné carte blanche de pouvoir constituer non seulement son staff, mais également son équipe, ou soit il se dit, tiens, je ne bouge rien, je ne change rien, je ne sors personne, je garde mon groupe comme ça, et dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai les résultats que je veux. Ah oui. Quand j'écoute ce que Paulo Duarte a dit, il a classé le groupe
à 2 étages. L'étage supérieur occupé par le Sénégal, la RD Congo, la Mauritanie. Et puis l'autre étage, c'est le Togo et puis les deux Soudans. Je pense que je suis d'accord avec lui lorsqu'on considère le classement. Je pense qu'il n'a pas exagéré. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il n'a pas exagéré. Il sait également que le Sénégal est le favori, on va dire, au-dessus de toutes les autres sélections dans ce groupe. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Paulo Duarte n'aime pas trop le changement. J'ai comme l'impression que c'est un conservateur, même s'il est parti d'un 4-3-3 pour arriver finalement à un 3-5-2 qui semble marcher. Pour lui, il n'y a pas lieu de chambouler quoi que ce soit. Mais il avait reconnu quand même certaines erreurs. Bien sûr, il a reconnu sur la dernière émission que j'ai eu à faire avec lui ici autour de ce plateau. Il disait, lorsque vous lui posez la question même de mettre rien que les joueurs locaux sur ce match contre le Cap-Vert, puisque le Togo n'a plus rien à gagner, il dit non. Le Togo qui n'a pu se qualifier pour le CHAN, ça veut dire que le niveau du championnat n'est pas bon, selon lui. Si le niveau était, on va dire, bon... Et pourtant, c'est Amouzou Roland qui l'utilise, oui. N'est-ce pas? Oui, il est d'accord qu'il y a quelques-uns... Mais s'il dit ça, il fait du faux fuyant. Ouais. Mais Abalo a été débouté. Je pense que s'il était resté aux affaires, le même groupe qui s'est qualifié pour le CHAN, et comment? Je dis bien, et comment? Ah oui, hein. Et qui a fait... Contre le Nigeria. Et qui est passé à tout petit poil pour se qualifier pour le prochain tour. On l'a mis de côté, on a amené Jonas Kokou quand même, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a tout chamboulé. Et aujourd'hui, on maintient le même monsieur. C'est l'éternel recommencement. C'est ce qui fait le problème. Je suis seulement en train de le citer par rapport à ce qu'il dit. Ouais. Pour lui, les joueurs qui sont, on va dire, c'est vrai qu'il y a quelques-uns dans le championnat, comme les Roland Amouzou, comme les Ouattara Moutalabou, comme les Evra Agbagnon, à qui il fait confiance. Et pour lui, ce sont ces joueurs qui sautent un peu au-dessus du lot. Maintenant, pour la suite, mais la reconstitution, comme il le dit, continue. C'est-à-dire qu'il faut profiter de ce genre de match, par exemple contre le Cap-Vert, pour mettre des choses en place, pour peut-être peaufiner de mieux en mieux le 3-5-2. Et sur cette compétition, il sait qu'il n'est pas favori. Ouais. Maintenant, pour lui, il va essayer de tenter quelque chose, de jouer sur... voilà, je ne sais pas s'il faut parler de chance, de jouer son jeu, de pouvoir mettre une équipe qui pourrait poser des problèmes à la RD Congo, qui également n'était pas à la dernière CAN, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait là-bas avec Chancel Bemba et les autres, parce qu'entre-temps, le groupe a chancelé. Il a fallu l'arrivée de Sébastien de Sabre, le Français, pour recommencer par redonner confiance à un groupe qui est allé gagner le Gabon la dernière fois et qui se relance dans la qualification pour la prochaine CAN. Donc, on va dire tout simplement que le Togo doit être fort. Sinon, on doit s'attendre à rien. Oui, mais dans tous les cas, Angelo, on sait, Paulo Duarte, est-ce qu'aujourd'hui, il a cette étoffe qu'il faut pour affronter les ogres de ce groupe, que sont les lions de la Teranga et les léopards de la RD Congo, en fait. Bon, voilà, déjà, il sait qu'ils sont donc au sommet. Au sommet. Mais, bon, voilà. Bon, peut-être qu'il a... J'allais dire, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à opposer à ces... Son fameux 3-5-2, hein. Son fameux 3-5-2 qui ne gagne pas. Et à cette allure, moi, je m'interroge toujours. Est-ce qu'il a les joueurs... Pour moi, il n'a pas les joueurs qu'il faut. Il n'a pas les pour joueurs... animer même ce système. Il n'a pas les joueurs qu'il faut. C'est vrai que sur le plan quantitatif, on a des joueurs. Mais sur le plan qualité... Honnêtement, si on n'a pas pu se qualifier pour la CAN qui a lieu tout à l'heure juste à côté là, mais c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est un échec pour lui. Non seulement pour sa façon de diriger, mais également au niveau du groupe qu'il est en train de diriger. Maintenant, vous avez touché du doigt les Aliou Cissé, les Sébastien Desabre, Ami Abdou, Sébastien et voilà, et tous les autres. La pire, ou bien le pire des résultats de Paulo Duarte, c'est de terminer deuxième dans cette poule. Ah bon? C'est de terminer deuxième. Parce qu'après tout, s'il est arrivé en 2021, on est en 2023, il n'a pas pu se qualifier pour la prochaine CAN, mais il faut qu'il progresse, il faut que le groupe progresse. Et la progression passe par des résultats qu'il aura enregistrés. Et si jamais, bon, c'est vrai, moi je le dis et je le répète, je ne pense pas que la Coupe du Monde, voilà, aux États-Unis, Mexique et Canada, voilà, c'est pas forcément son objectif. Hein. Mais moi je dis,
pour cette campagne, Paulo Duarte, il faut progresser, mais en se disant, tiens, on prend les 10 matchs comme des matchs test, mais à fond. Les joueurs qui viennent, je les teste et ils jouent à fond. Ceux qui ne respectent pas mon plan de jeu, je les mets de côté, parce que la sélection n'est pas une propriété privée. Et c'est en cela qu'on verra en mettant la concurrence que tout doucement, ce groupe-là va se relever. Ce qui est réel, on ne cessera jamais de le dire, il y aura au moins 2 ou 3 joueurs cadres qui, d'ici 2025, vont raccrocher, hein. Notamment Alexis Romao, Jenda Konam, déjà en 2024, peut-être un troisième larron, je ne sais pas qui. Mais ces 3 joueurs ou ces 2 joueurs... Même Fodo là-bas est en train de prendre l'argent. Hein. Voilà. Il faut penser à rapidement trouver la relève. Vous n'avez jamais cessé de le souligner. On a pensé qu'Adebayor était éternel en sélection. Et du moment où ça continuait, on n'a jamais prospecté pour trouver la personne idoine capable de le remplacer. Pour dire que oui, il a sa petite idée de son football, mais attention, aujourd'hui, il est un peu limité par rapport à des adversaires qu'il a en face de lui. Alors, Franck, quel rôle le Togo peut-il jouer dans ce groupe? Quel rôle le Togo peut-il jouer? Le Togo est là pour essayer de se qualifier comme toutes les autres sélections. Il n'est pas là pour peut-être, j'allais dire, accompagner quelqu'un à la qualification. Même si le Togo n'est pas favori, l'ambition, l'objectif, c'est de pouvoir poser plus de problèmes, de déranger toutes les sélections qui vont évoluer dans ce groupe B. Mais voilà, et pourquoi pas aller chercher une qualification, même si à l'origine, on sait que ça va être, on va dire, très, très compliqué. Donc, c'est un rôle de dérangeur. Angelo, je risque de vous poser donc la même question. Étant donné qu'il y a déjà les 2 ogres du groupe, le Sénégal, super favori, l'ARD Congo. Bon, maintenant, Paulo Duarte vient placer la Mauritanie, que nous avons reconnu également comme étant une équipe d'un cran élevé par rapport à la nôtre. Maintenant, quel rôle finalement le Togo va jouer? Peut-être de distributeur de points. Ah, si ce n'est pas dérangeur, il va être plutôt distributeur de points. Mais au même moment, je veux oser en disant que Paulo Duarte doit nous montrer autre chose. Autre chose que dérangeur ou... Oui, les deux. Dérangeur ou distributeur de points. De se dire que la sélection qu'il dirige... Dérangeur, déjà, c'est bon. Dérangeur... Dérangeur, c'est déjà c'est bon, mais de faire en sorte que sa sélection fasse un pas de plus en avant. Et c'est en cela, la connexion entre sa sélection et le public sportif peut renaître et redonner de l'espoir aux Togolais. Très bien. On va ouvrir maintenant la vanne pour les auditeurs. Peut-être qu'eux, au moins, nous trouveront donc le rôle que le Togo va jouer. Le 92 03 60 31 ou le 97 20 86 26, c'est 2, bien sûr, numéros qui sont à votre disposition. Le premier qui se manifeste, bonjour. Bonjour. On vous appelle Rachid. Oui, comme d'habitude, il est le premier toujours appelé. Oui, Rachid. Je salue tout le plateau. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, on dit quoi? Oui, ce que moi je vais dire, non, n'attendons rien de concret, hein, parce que franchement, moi je n'aime même pas, c'est ce que M. Angelo a dit, que de préparer ces éliminatoires là pour la CAN prochaine 2025. Oui. Mais si on veut chercher, dire que le Togo, on est en train de construire une équipe et chercher la qualification, mon frère, on aura 0 points. Même 2e place là, même on ne peut pas. Si c'est 3e place, c'est mieux aussi. Maintenant, avec les gardiens qu'on a, nous ne sommes pas. Les 2 gardiens là ne nous rassurent pas. Vous voulez quel gardien, vous? On a des gardiens, par exemple, Bassa Djiri. Il a déjà fait la sélection. Il est où? Bassa Djiri qui est à Iniba, au Nigeria, donc. Oui. Maintenant, il faut l'homme au cure-dent. Oui. Il faut le convoquer. Et maintenant, laisser-les parcours. Par exemple, Romao va partir. Il faut chercher son remplaçant. Très bien. Et là-bas, Fodo aussi. Il est partant aussi. Jenda Konam, tout ça là, oui. Ils sont partants. Mais jusqu'alors, on ne pense même pas à chercher leur remplaçant. Franchement, nous ne valons pas la passe. Ce pour le Togo n'a aucune chance. Hein. D'accord. C'est votre point de vue. Merci, Rachid. Un autre en ligne. Bonjour. Bonjour. Je voulais votre nom. Oui, d'accord. Vous, on vous appelle comment? Je m'appelle Italis Kiolo Anani. Anani, bon, d'accord.
Oui, allez-y. Ce que moi j'aimerais dire, il ne faut pas minimiser notre équipe nationale. Nous avons une bonne équipe. C'est quelque chose qui manquait à l'attaque. Sinon, ce que le gars dit, celui qui vient de passer là, avant moi là, il disait que l'équipe nationale togolaise là ne peut pas avoir. Non, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Dites pour notre équipe nationale, nous avons une bonne équipe. Il faut avoir seulement. Moi, ce que les joueurs qu'on va écarter, c'est là-bas qu'on est Kodo. Et le gardien qui vient de France, là, dans le Colaba, il faut écarter les deux joueurs. Romao, bon. Et mettre qui? Vous voulez qu'on mette qui à leur place? Vous voulez qu'on mette qui à leur place? Il y a de bons joueurs, il y a de bons gardiens au Togo. Donc, il ne faut pas. Comme qui, par exemple? Par exemple, le gardien de OTR, moi j'ai vu le match contre Boumidou OTR au niveau d'Agro, c'est un gardien qui fait des sorties, c'est-à-dire extraordinaire, c'est un gardien qui est bien calculé dans le poteau. Donc moi, on peut l'interpeller. Il peut associer à notre gardien actuellement qui est au niveau de ACK. Donc ça va nous avantager. Donc il ne faut pas. Donc, il ne faut pas appeler là-bas quand il faut le gardien Balcola Malcolm. Donc, Romain, lui, va jouer joker. Donc, ils vont chercher quelqu'un qui sera à sa place là quand, bon, s'il y a quelque chose, on peut lui passer 15 à 20 minutes. On aurait pu... D'accord. Peut-être que vous serez le prochain technicien de la sélection. Oui. Anani, merci beaucoup. Un autre en ligne peut-être 92 03 60 31 97 24 26 26. Peut-être le dernier auditeur, rapidement, mais non. Ils réagissent pas. On va partir. Bon, d'accord, c'est fini. Angelon? Tout le plaisir. N'est-ce pas? À huitaine. Merci beaucoup, Franck. Oui, ça a été un plaisir. Au prochain numéro. N'est-ce pas? Oui. Allez, merci également à Théo Ajab depuis, disons, l'autre côté, voilà, de la baie vitrée. Merci également à Elom Adovon pour assurer donc côté de la caméra. Je suis Aimé Lebon. Au revoir.